Bienvenue, chers téléspectateurs la télévision rwandaise, surtout chers téléspectateurs du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. J'ai tout le plaisir donc d'être avec vous pour cette édition. Mais avant tout, voici les titres. La réunion des chefs d'État étudiant sur la problématique de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, réunion qui se tenait à Luanda en Angola, a demandé aux groupes terroristes tels que le FDLR FOCA, qui se compose de ceux-là qui ont commis le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, à déposer les armes et surtout à commencer le rapatriement vers leur pays, notamment pour ce qui est des FDLR, le rapatriement vers le Rwanda. Et puis l'agence belge de développement Inabel a publié ce jeudi 3 recherches dénommées Varame sur la santé reproductive chez les jeunes. Et puis, l'actualité exige au mondial au Qatar, les lions indomptables viennent d'être domptés par un lionceau, à la personne de Bril Ambolo, le natif de Yaoundé, a donc battu en portant le maillot suisse cet après-midi à Doha, 1-0 contre son pays natif, le Cameroun. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs élargie, une réunion qui se tenait en Angola, où ont participé le président Lourenço, le président angolais qui a donc été hôte de cette réunion, a également participé le président congolais Félix Antoine Tshisekedi, le président Ndayishimiye du Burundi, qui est également le président en exercice des pays de la communauté est-africaine. Également été représenté le président Kagame par le ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta. Plusieurs accords ont été conclus, notamment le désarmement des groupes terroristes tels que les FDLR FOCA, qui se composent notamment de ceux-là qui ont commis le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Ces derniers ont été invités et si pas à être forcés à baisser et à déposer leurs armes et surtout à commencer le processus de rapatriement au Rwanda et dans les autres pays également dont les groupes terroristes appartiennent. Également à la question du M23, le M23 également a été invité de quitter les zones récemment occupées et surtout à déposer les armes, et sinon les forces de la communauté est-africaine allaient donc agir en conséquence. L'agence belge de développement Inabel a publié ce jeudi 3 recherches dénommées Varame sur la santé reproductive des jeunes. Selon cette recherche, les jeunes entre 15 et 18 ans sont peu informés sur la santé reproductive et que la consommation de drogue au sein de la jeunesse augmente davantage cette attitude. Cette recherche également montre que l'alcool et le cannabis sont les drogues les plus consommées par les jeunes. On va écouter ici Madame Véronique Zinen du projet Varame Inabel qui s'explique sur notamment cette recherche et surtout des conclusions qui en sont ressorties. Dans notre programme
de notre stratégie de support aux adolescents, il nous a semblé important de faire des études, voir un petit peu ce qui se passait dans les différents districts où nous travaillons. Donc on travaille dans 7 districts, et notamment en relation avec les drogues et l'alcool. Donc de voir un peu... Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites et on ne sait pas tellement l'importance de ce phénomène dans les districts. Et donc on a commandité cette étude pour connaître qu'est-ce que les jeunes utilisent comme alcool et en quelle quantité et combien de fois, et qu'est-ce qu'ils utilisent comme substance ou drogue, et les quantités, etc. Et donc, et pour voir aussi, c'était lié peut-être à certains éléments, donc chercher des facteurs qui peuvent favoriser l'utilisation des drogues, l'alcool, ou des facteurs qui peuvent protéger contre l'utilisation de la drogue et de l'alcool parmi les jeunes. Et donc les résultats sont évidemment pas complets puisqu'on n'a fait que dans 7 districts. Donc ça nous pousserait à essayer de généraliser l'étude et à rechercher aussi d'autres facteurs qui pourraient expliquer pourquoi certains jeunes se droguent, pourquoi certains jeunes ne se droguent pas. Par exemple, on a remarqué que les jeunes de Nyarugenge se droguaient beaucoup plus que les jeunes qui habitent dans d'autres districts. La même chose pour l'alcool. Ils consomment plus d'alcool dans le district de Nyarugenge que dans nos autres districts qui sont en milieu rural. Et donc tout ça, il faudrait explorer les raisons. Par exemple, les études montrent que la prévention est très importante. C'est-à-dire que quand on commence à consommer de l'alcool ou on utilise d'autres substances, après 18 ans, en fait, le risque est beaucoup moins. Ce n'est que lorsqu'on commence jeune, à 14 à 15 ans, etc., que le risque de continuer cela après est beaucoup plus développé, beaucoup plus présent. Donc il y a un lien direct là entre l'âge où on commence et les pratiques une fois qu'on est adulte. C'était là donc les représentants de Inabel qui s'exprimaient sur cette recherche. L'Agence belge de développement a donc cette recherche s'est effectuée sur 7 districts sur les 30 districts qui composent le Rwanda, et le record de consommation d'alcool chez les jeunes revient aux jeunes du district de Nyarugenge dans la ville de Kigali à hauteur de 23% et à hauteur de 20% pour ce qui est de la consommation de cannabis. Et puis, passons à autre chose à présent avec les agences des Nations Unies au Rwanda qui viennent de se réunir pour une retraite de 3 jours. C'est une retraite qui se tenait dans le district de Bugesera, où l'objectif principal était donc de réfléchir à la manière de renforcer conjointement l'offre collective et stratégique des Nations Unies au Rwanda grâce à un meilleur positionnement et à une mise en œuvre efficace du cadre de coopération actuel aligné sur le développement, d'accélération du développement du gouvernement appelé NST1 et surtout à la réalisation de l'agenda 2030 et au-delà, tout en livrant comme un seul et surtout ne laissant personne de côté. Avec nous, dans ces studios, nous sommes rejoints par Madame Mama Keïta, qui est directrice du bureau des Nations Unies, du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, basée à Kigali. Madame, bonjour, bon après-midi, merci de vous joindre à nous. Bonjour à vous et merci de l'invitation. Voilà, je parlais de 3 jours qui viennent de s'écouler et une retraite. Déjà, on va dire pourquoi c'était déjà si important pour vous d'avoir une telle retraite avec toutes les agences des Nations Unies combinées. Bonjour, je rentre directement de Nyamata comme ça. Comme vous l'avez dit, on s'est réunis pendant 3 jours. C'est important pour nous de se retrouver pour réfléchir sur comment on peut mieux jouer notre rôle. Le monde est en train de changer. Les économies du monde entier, de l'Afrique également et le Rwanda également, ont tous subi une multitude de crises récemment. Ça a commencé avec la Covid, il y a la crise qu'on appelle la crise ukrainienne, il y a les effets des changements climatiques. Dans certaines zones, il y a également des situations de tension et tout ça.
et questions sécuritaires. Et tout ça, ça affecte les économies. Deuxièmement, les économies même, elles changent, elles évoluent. En particulier, le Rwanda évolue très rapidement. Le pays a fait de nombreux progrès. Ensuite, le pays également a une croisée des chemins. On a fait récemment la revue à mi-parcours de NST 1 on a tiré des leçons de ça. Et en 2024, il y a le NST 2 qui doit être formulé. Il y a également l'agenda de développement durable, l'agenda 2030, qui est là et qui est notre mandat principal en tant que Nations Unies. Donc tout ça, on a pensé qu'il est bon de se réunir de manière régulière et on fait ceci chaque année pour voir comment on peut mieux améliorer notre offre au niveau du gouvernement. Est-ce que il y a l'offre, je comprends, la collaboration, le partenariat qui a toujours caractérisé les agences onusiennes et les gouvernements de par le monde. Mais est-ce que c'est également... Il y a une question qui revient souvent. Parfois, il existe une certaine des duplicités de certains projets. Est-ce que c'est aussi dans le cadre de pouvoir éviter ce genre de duplicité? Tout à fait. Comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble? Et comment est-ce qu'on communique mieux ensemble? Ça faisait partie de nos objectifs. Souvent, on est chacun pris par ses agendas individuels et parfois la planification conjointe n'est pas très renforcée. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux réapprendre à travailler ensemble? Ça faisait partie de nos objectifs. Comment on peut avoir une compréhension collective des défis de ce pays, également des atouts, des opportunités, et comment venir ensemble et mieux y travailler pour on va dire, optimiser ce qu'il y a. Donc, c'était effectivement pour apprendre à mieux travailler ensemble, pour être mieux au courant aussi de nos aptitudes et de nos lacunes, et où est-ce qu'on a besoin nous-mêmes de développement de capacités, en fait. Comme je l'ai dit, le monde, il évolue. Nos staffs et nous-mêmes, on doit constamment se redéfier, se rechallenger et essayer de nous mettre à niveau tout le temps. Donc, c'est ce genre de réflexion qu'on a eu. Comment également on communique mieux sur ce qu'on fait pour que les personnes, les populations et les différentes entités que l'on est là pour servir, pour qu'ils comprennent mieux ce que l'on fait et qu'ils nous expriment mieux comment ils ressentent cela et qu'on continue de s'améliorer pour pouvoir répondre à la vision du pays. Dans les images qu'on voyait tout à l'heure, il y avait également la participation des entités gouvernementales. On a vu notamment le gouverneur de la province de l'Est du Rwanda qui était présent. C'était si important déjà d'avoir tout le monde à bord? D'abord, c'est une question peut-être de culture. On dit que quand vous venez chez quelqu'un, il faut lui faire savoir que vous êtes là. Donc, c'était surtout pour ça qu'on s'est signalé au gouverneur et il nous a rendu la politesse ou l'hospitalité. Il est venu à notre meeting. Mais ce que nous, on a fait, c'est de lui dire qu'on sera chez vous pendant 3 jours. Et après ça, évidemment, on l'a invité. Et donc, il est venu et il nous a partagé, d'abord, il nous a rappelé la vision collective du chef de l'État et du gouvernement. Et ensuite, il nous a présenté les spécificités de la province qu'il gère. Et ça nous a permis d'avoir une idée d'opportunité pour collaborer avec cette province de manière particulière. Donc, c'était très, très intéressant de l'avoir dans notre réunion. Alors, madame, il y a aujourd'hui les Nations Unies qui sont challengées à pouvoir se mettre à niveau par rapport aux exigences. Parce qu'il y a certains programmes des Nations Unies tout de même qui existent depuis de longues années, mais dont la réalité aujourd'hui sur terrain varie selon les régions ou varie. Il y a aussi d'autres facteurs qui n'étaient pas prévus. Est-ce que c'est aussi facile pour les Nations Unies à pouvoir peut-être réadapter, réajuster certains programmes au regard de certains besoins pressants qui n'ont pas forcément été prévus et qui arrivent comme ça? Je peux citer par exemple la pandémie de Covid-19 qui a, je pourrais même dire, redistribué les cartes ou qui a changé les choses. Est-ce que ça a été un exemple peut-être sur lequel on peut apprendre à mieux peut-être envisager les choses? C'est vrai que le monde est en perpétuel changement et récemment, on a eu des crises assez importantes. Mais les Nations Unies ont cette capacité aussi à s'adapter assez rapidement. Et surtout, ce qu'on a, c'est surtout l'expertise technique plus que les fonds.
la crise Covid est venue avec un besoin et financier et technique. On a été capable de mettre en place rapidement le besoin technique, la réponse technique. Comment aider les pays à formuler des plans d'abord de réponse. Il y a eu d'abord la réponse, après la deuxième préoccupation c'était la relance économique parce que les économies ont été un peu down puisqu'elles ont été fermées, il y a beaucoup de jobs qui ont été détruits et tout ça. Et donc, réponse d'abord, la réponse devait être sanitaire et donc notre agence lead évidemment, comment on dit, WHO, l'OMS, okay, a pris le lead de manière formidable pour essayer d'aider à organiser ici au Rwanda, aider le gouvernement à s'organiser, à répondre, et au niveau international également. Donc il y a eu d'autres agences qui sont évidemment entrées en jeu pour ensuite organiser la logistique que ça prend parce que l'Afrique ne produisait pas les vaccins dont on avait besoin, ni les matériaux le matériel de protection et tout ça. Et donc il a fallu organiser tout ça. Oui, donc je pense que le rôle joué par les Nations Unies dans ces dernières crises a été formidable. Faciliter la réponse à la crise Covid, même pour la crise ukrainienne, là, je pense que les Nations Unies... Justement, parce que là, vous parliez de la crise sanitaire, oui, mais également de la crise économique. Il y a la crise économique. De plein fouet, les mêmes pays qui essaient de sortir de cette crise sanitaire. Oui, oui. Non, je pense que les Nations Unies sont en train de jouer un rôle important. Le fait d'abord de plaider pour que les grandes entreprises libèrent leurs brevets, on va dire, pour que certains de ces vaccins soient produits en Afrique, ça c'est quelque chose de très bon. Il y a également, lorsque l'approvisionnement en blé ukrainien et russe a été bloqué, les Nations Unies ont joué un rôle de premier plan également pour favoriser la logistique, pour permettre que certaines de ces ressources alimentaires dont on a vraiment beaucoup besoin soient favorisées, malgré le fait qu'on est toujours dans une situation de conflit. Donc je pense que pour répondre à ces besoins nécessaires et dans tout ce qui concerne le multilatéral, je pense que les Nations Unies sont en train de bien jouer leur rôle et d'aider de mieux qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent nos États membres, en fait. Voilà, merci beaucoup de vous être disponibilisé pour nous et surtout d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci, le plaisir est pour moi. Merci voilà, pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes Madame Mama Keïta, directrice du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Voilà, merci beaucoup d'être passé. Merci. Voilà, continuons l'actualité nationale avec une conférence de 2 jours sur les affaires pour la paix, une conférence qui se tient à Kigali, appelée Business for Peace, en particulier pour ceux-là qui font des affaires transfrontalières. C'est une conférence donc qui a débuté ses travaux ce jeudi. C'est une astuce qui montre comment l'insécurité affecte les entreprises au niveau de la région. Ils soutiennent qu'ils devraient également jouer un rôle dans la lutte pour la paix afin que les échanges et le commerce puissent s'améliorer. C'est une donc rencontre qui réunit le ministère du Commerce et de l'Industrie, des dirigeants au niveau de la région frontalière et ceux qui travaillent dans des entreprises dominées par les femmes. Quittons la capitale Kigali pour nous rendre à l'Est où la ministre en charge des opérations de secours, Madame Kaïsiré Marie-Solange, s'est rendue ce jeudi en district de Kirehe où elle a participé à l'activité de distribution d'électricité aux réfugiés du camp de Mahama. Il s'agit de l'électricité par des panneaux solaires qui va aider certains réfugiés, les plus vulnérables en particulier, sans électricité. Cette électricité va aider également les réfugiés dans diverses activités, notamment dans le domaine du commerce et de la sécurité, et va aider les écoliers dans leurs études. Sur 15 642 ménages du camp de Mahama, un peu plus de 14 000 sont sans électricité à ce jour. Les rues, les terrains de jeu et les latrines vont bénéficier également de cet éclairage. Le camp de Mahama abrite à ce jour 58 119 réfugiés et ce sont plus de 100 000 réfugiés à travers tout le pays
qui sont donc concernés par ce projet. Quittons l'est du Rwanda pour nous rendre au sud, où peut-on passer d'une catégorie sociale Ubudeye à une autre supérieure. En district de Gisagara, en province du sud, certains habitants de la première catégorie déclarent en effet avoir efficacement exploité différentes aides qu'ils ont reçues en mettant en place des mini-projets, ce qui leur ont permis de passer de la première catégorie à la troisième catégorie sociale, communément appelée Ubudeye. Les détails pour cet élément, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. 2 habitants de Gisagara Nyanguidansil du secteur de Gishubi et Wutanayandi Eugène de Ndora disent qu'ils étaient enlisés dans la pauvreté, mais qu'après avoir été soutenus financièrement dans le cadre du programme Kirawigire, approximativement soit riches pour être autonomes, ils ont mis en place des petits projets qui leur ont permis de progresser économiquement jusqu'à passer de la première à la troisième catégorie sociale d'Ubudeye. J'ai progressé et je ne suis plus en situation de précarité. Je peux maintenant m'acheter un pagne et j'ai une propriété agricole. Je récolte du maïs et du riz et j'ai dit au revoir à la pauvreté. Avant, je ne pouvais pas me payer la mutuelle de santé, mais maintenant, tout va bien. J'ai acheté des poules pondeuses et je vends des œufs. Je pratique une agriculture moderne. J'ai franchi un palier et j'ai trouvé que tout est possible. Ces habitants de Gisagara ont obtenu l'appui financier des organisations non gouvernementales World Vision et ARCTF. Le directeur adjoint d'ARCTF Rwanda, Bimenyimana Marcel, indique qu'ils sont toujours avec ces habitants pour leur procurer plus de connaissances pour qu'ils ne régressent pas. La directrice de l'Agence de développement des entités administratives locales, l'ODA, Claudine Ninawagaga, indique que si l'aide obtenue est utilisée pour ce à quoi elle est destinée et que les bénéficiaires évitent la mauvaise conduite qui les mène au conflit, rien ne peut les empêcher de se développer. Le programme d'appui aux familles en situation d'extrême précarité pour se tirer de la pauvreté en province de Gisagara est financé par World Vision conjointement avec l'Agence de développement des entités administratives locales. Environ 4 900 familles des secteurs d'Ondora et Gishubi ont bénéficié d'un appui financier et environ 145 parmi elles ont souhaité quitter la première catégorie sociale d'Ubudeye pour la troisième. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Karangwa Murenzi. En mon nom propre, je vous dis grand merci et je vous invite de rester fidèles à nos programmes. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.